Il est 22 h sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'information dont tels sont les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh adresse ses vœux de nouvel an à la nation. Également dans l'actualité de ce soir, une importante réunion de validation des programmes d'appui des agences onusiennes a eu lieu ce matin pour le quinquennat 2018-2022. Et dans l'actualité dans le monde, au Mexique, un nouveau séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a fait 248 morts. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur Télé Djibouti. Bonne fête. Tout d'abord, comme je vous le disais en titre, à l'occasion du nouvel an 1439 de l'Hégire, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui au peuple et aux hôtes de la République de Djibouti ses meilleurs vœux de paix, de santé, de prospérité et bonheur. Le passage d'une année à une autre est un moment particulier que chacun de nous envisage toujours avec joie et espoir, mais beaucoup de personnes en sont hélas privées, a précisé le président de la République dans son message. Il s'agit de tous ceux qui sont frappés par les diverses épreuves de la vie, comme notamment la maladie. Mes premières pensées et ma solidarité leur sont destinées. Prions le Tout-Puissant puisse donc leur accorder un prompt rétablissement. Une autre pensée aux militaires qui œuvrent pour la paix et qui risquent leur vie jour et nuit. Il s'agit bien évidemment de nos soldats à l'étranger. Je prie le Tout-Puissant de les ramener sains et saufs auprès des siens, indiqué le chef de l'État dans son message. Je n'oublie pas les braves soldats qui sont morts au combat. Puisse Dieu les accueillir dans son paradis éternel. Le pays leur sera éternellement reconnaissant du service rendu à la nation, a poursuivi le président Guelleh. Évoquant toujours la paix, le chef de l'État a conclu dans son message: puisse le Tout-Puissant faire de la nouvelle année 1439 de l'Hégire une année de paix, de prospérité, mais aussi une force de cohésion sociale à l'ensemble des peuples arabes et musulmans, mais aussi donc en proie à une situation sécuritaire difficile pour l'ensemble du monde entier. Fin de citation. Et à ce titre, le ministère de l'Intérieur a ainsi annoncé dans un communiqué que demain sera une journée fériée et chômée et payée. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens ont quitté ce mercredi de la Mecque en toute sécurité vers le coup de 17h30 après-midi à l'aéroport international du roi Abdelaziz à Jida. Les pèlerins donc au nombre de 220 après avoir accompli le devoir du pèlerinage qui constitue pour tout musulman le cinquième pilier de la religion. Nous apprenons à l'instant même que le vol transportant donc les pèlerins vient d'atterrir à l'aéroport international de Djibouti. Le deuxième groupe des pèlerins vont prendre l'avion demain après-midi, jeudi 21 septembre. Le troisième voyage des pèlerins est prévu pour le samedi prochain selon le haut comité chargé du pèlerinage. Au total, 1700 pèlerins djiboutiens ont effectué ce devoir religieux. Les autres vols donc suivront dans les jours qui viennent selon le planning préétabli. Dans l'actualité également, l'UNFD en collaboration avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et le ministère de la promotion de la femme a organisé ce matin une réunion d'échange sur le service public rendu à la population démunie au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Était présent donc la ministre de la femme et de la famille, Moumina Hamad, le secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, le maire de la ville, Fatouma Awale, le secrétaire général de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, les femmes parlementaires également, mais aussi des élus locaux. Cette rencontre avait pour objectif de se concerter sur la meilleure approche, de travailler tous ensemble afin d'améliorer la vie des familles vulnérables vivant à Djibouti. L'UNFD a permis donc aux élus locaux d'avoir d'amples informations sur les services sociaux rendus par le secrétaire d'État aux affaires sociales, notamment par le biais des guichets
guichets sociaux dans lesquels sont rendus les services de proximité pour les personnes vulnérables et toute autre personne nécessiteuse. L'amélioration des conditions de vie de la population en besoin et les buts même à atteindre des deux ministères et accompli par l'Union nationale de la femme et les élus locaux qui met donc les actions de la population pour sensibiliser au mieux dans le programme de mise en place par le gouvernement contre la lutte contre la pauvreté et le chômage. Sans transition, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, et la ministre de la Famille, Moumina Hamad, qui se sont tous deux exprimés à la réunion de concertation et d'échange organisée ce matin par l'UNFD, ont affirmé qu'il faut mieux coordonner les efforts pour améliorer le soutien aux femmes et familles démunies dans notre pays. Cette coordination est destinée à renforcer le soutien des institutions impliquées dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et couches sociales modestes, ont indiqué donc les deux ministres. Elles ont également précisé que l'UNFD, sous le leadership de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, est donc en pointe dans la lutte contre la précarité et la pauvreté. Le gouvernement djiboutien a d'ores et déjà mis en place des mesures pour accompagner et soutenir les catégories sociales les plus vulnérables. Cette réunion a permis également, ont indiqué, de mieux échanger et de se concerter pour travailler ensemble dans le principal objectif et l'amélioration des conditions de vie de la population djiboutienne la plus démunis. Fin de citation. La salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères a abrité ce matin une importante réunion de validation des programmes d'appui des agences onusiennes pour le quinquennat 2018-2022. La représentante du PNUD, Mme Barbara Manzi, en qualité de coordinatrice des agences, et les représentants du département sectoriel ont pris part donc à cette réunion de travail. La réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali, et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement en République de Djibouti. Pour plus amples explications, Asma Oubaker avec nous sur ce plateau. Bonsoir Asma. Bonsoir Ali. Asma, donc, que contient ce document? Eh bien, ce document dit programme pays représente le cadre de coopération pour les 5 prochaines années et décline les axes stratégiques de l'appui du PNUD à Djibouti. Il est le résultat donc d'une longue et étroite collaboration entre le gouvernement et les partenaires au développement présents ici à Djibouti. Ce document a été donc élaboré pour répondre aux priorités nationales telles que décrites dans le projet Vision 2035 dans le cadre de la stratégie pour la croissance accélérée et la promotion de l'emploi, ou le plan donc cadre des Nations Unies pour le développement. Une fois validés, les projets contenus dans ce document seront exécutés par le gouvernement avec toujours l'appui du PNUD. Plusieurs hauts responsables des administrations publiques du pays, les représentants des organismes internationaux, les secrétaires généraux du différents départements ministériels ont donc participé à cette réunion. Et dans son intervention, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Manzi, a remercié tous les participants à cet atelier pour leur disponibilité et leur a fait un bref compte rendu des activités menées par le PNUD à Djibouti pour parvenir donc à un développement durable. En l'écoute. Pour avoir organisé la réunion d'aujourd'hui, qui constitue l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'appui du système des Nations Unies à la République de Djibouti, tel que décrit dans le plan cadre des Nations Unies pour le développement 2018-2022, ou UNDAF, ou PNUAD en français, qui sera signé prochainement avec le gouvernement. Mesdames et Messieurs, les résultats du programme du pays pour le PNUD, connu sur la sigle anglaise des CPD, Country Program Document, déroulent directement du travail réalisé dans le cadre de l'élaboration de l'UNDAF, du grand plan des Nations Unies. Et le CPD sera présenté au conseil d'administration du PNUD au mois de janvier 2018. Sa validation aujourd'hui, la discussion qu'on aura, est une étape décisive et marquera le renouvellement
des engagements du PNUD vis-à-vis de l'État de Djibouti et de tous ceux qui y vivent, surtout les plus vulnérables. Et de son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, a donc indiqué que le PNUD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien. Il a en outre donc remercié les agences onusiennes pour leur dynamisme et de leur soutien. Je vous propose de l'écouter. Je tiens également à rappeler que la vision 2035 de Djibouti et du gouvernement identifie les priorités de développement qui sont axées sur la réduction de la pauvreté absolue de plus d'un tiers, la diminution du chômage, mais également assurer l'accès universel aux services de santé de base, à l'énergie et à l'eau potable. Elle vise également à mieux préparer le pays à une croissance plus inclusive et au changement climatique. Au même titre, le gouvernement est fortement engagé dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce document de programme pays appuiera le gouvernement dans l'exécution de l'agenda 2030, mènera à bien la vision 2035 avec les autres partenaires pour réaliser la stratégie de la SCAP et donc contribuer aux résultats du PNUAD 2018-2022 qui sera prochainement signé. Ce programme pays repose sur l'évaluation commune par pays, les priorités du gouvernement et du PNUAD, les enseignements tirés du cycle précédent et les avantages comparatifs du PNUD. Il se veut ambitieux et s'attaque aux défis liés au développement, à l'aide humanitaire et à la résilience pour réduire la pauvreté, les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les zones géographiques et l'exclusion. Il favorisera la durabilité et la résilience de l'environnement grâce à des stratégies intégrées et aidera les populations les plus démunies et les plus vulnérables. Ce document, le programme pays, qui a fait l'objet d'une étude à travers le PNUAD, reste un document de référence pour la planification et sera soumis prochainement par le bureau du PNUD au comité d'approbation des projets à New York pour donc à recevoir l'aval avant d'être approuvé définitivement par le conseil d'administration. C'était donc cette réunion de validation des programmes d'appui des agences onusiennes qui a eu lieu ce matin pour le quinquennat 2018-2022. Merci Asma pour ces éclairages. Les hauts responsables de l'aéroport international de Djibouti ont reçu dans leur local hier une délégation de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Cette délégation étant conduite par son directeur des investigations et déclarations de patrimoine, Hamza Abdi. Celui-ci a remis au nom du président de la Commission, Ousmane Idriss, les formulaires de la déclaration de patrimoine au directeur général, au conseiller, au chef de division de l'aéroport de Djibouti. Le directeur de la déclaration du patrimoine a précisé que cet acte vise à recueillir la déclaration des biens mobiliers et immobiliers des hauts cadres ainsi que les biens appartenant à leurs conjointes et à leurs enfants mineurs. Le dépôt des déclarations de patrimoine dûment rempli devra se faire dans un délai de 1 mois à compter donc de la date de réception. À défaut, le déclarant risque une amende allant de 500 000 francs à 3 millions de francs djiboutins. À sa suite, le directeur général de l'aéroport a félicité cette commission pour cette initiative et a exprimé sa parfaite collaboration. Et pour plus de précisions, écoutons donc le directeur de la déclaration du patrimoine, Hamza Abdi. Un outil qui permet de promouvoir la transparence et la traçabilité des données publiques. Donc les déclarants ont 1 mois pour déclarer leur patrimoine et au-delà de cette date, il y a une amende est prévue. Nous avons actuellement terminé avec 4 autres ministères, à savoir le ministère de la décentralisation, le ministère de l'énergie, le ministère de la communication et le ministère de l'équipement et du transport. L'actualité de ce 22h, c'est aussi l'Office djiboutien pour le développement géothermique qui avait lancé hier un atelier intitulé bien évidemment les partenaires internationaux de l'Office et leurs appuis. Cet atelier dont les travaux se sont achevés aujourd'hui a permis d'informer les partenaires internationaux sur la stratégie de l'organisme et ses projets. Donc Asma Oubaker, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Alors non pas sur la stratégie de l'organisme et ses projets, mais aussi sur les moyens qu'il compte mettre en œuvre avec le soutien du gouvernement au cours de ces 2 jours de travaux. Une présentation des principaux soutiens de l'Office djiboutien pour le développement géothermique a été faite, qu'il s'agisse d'appuis bilatéraux ou multilatéraux. Enfin, cet atelier a permis d'aviser les uns et les autres sur les projets en cours pour que l'utilisation de l'énergie géothermique soit une réalité.
therefore, the resources has been set aside for this development to double the output of the Jolamo, because we anticipate. Et nous avons donc recueilli pour vous une réaction de l'un des participants de cet atelier qui a pour objectif, on le rappelle, d'informer les partenaires internationaux sur la stratégie de l'organisation et ses projets. On l'écoute. L'objectif de cette réunion d'aujourd'hui, c'est d'analyser les progrès réalisés au niveau de la mise en place et de l'opérationnalisation du centre géothermique africain d'excellence. Donc nous avons des institutions qui sont à la base de cette initiative, je veux dire l'Union africaine, et UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et nous avons aussi les pays concernés, en tête desquels se trouve le Kenya, mais également Djibouti, ils sont au nombre de 11. Et donc nous allons leur présenter, c'est-à-dire l'UNEP et l'Union africaine, nous allons leur présenter les progrès déjà réalisés et nous avons un comité directeur qui suit au jour le jour le développement de cette initiative. Donc c'est cela que nous allons faire aujourd'hui et à la fin nous allons recueillir des orientations et des recommandations de la part des participants et également qui incluent les partenaires au développement qui ont appuyé cette initiative ou qui sont en voie d'appuyer cette initiative. Voilà donc Ali, tout ce que l'on pouvait dire sur cette réunion de validation du PNUD, mais également sur cet atelier de l'Office djiboutien pour le développement géothermique. Merci Yasma pour ces précisions. Également dans l'actualité de ce 22h, visite du général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées au camp Waïs Adjab Aden de Ouéa. À cette occasion, les militaires nouveau promis donc au grade supérieur du camp Waïs Adjab de Ouéa ont organisé une cérémonie de remerciement. De la région d'Arta était présent donc à la cérémonie dont le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Darar, le président du conseil régional d'Arta, El Mibouh, ainsi que les officiers supérieurs, dont le général de division Hassan Ali Kamil et le chef de corps du régiment blindé, le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadid. À son arrivée, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a été accueilli par le commandant d'unité du camp Waïs Adjab, le lieutenant Ahmad Kaissé Dahir. Cette cérémonie donc a été clôturée par une remise de cadeaux suivie donc d'une animation. Je vous propose de le suivre. Et le chapitre sport de cette édition, hier soir, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie de clôture de la saison sportive de foot 2016-2017. Différents hauts responsables ont pris part à cette cérémonie, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et les directeurs des départements sportifs, respectivement Ahmed Farah, Shirdon Khairi, ainsi que d'autres responsables du département du président de la fédération de foot, M. Suleiman Hassan, et les plusieurs autres invités étaient présents. Cette cérémonie organisée dans les plus arts était digne des cérémonies des Oscars, avec un suspense pour le choix des lauréats, suivi des remises de plusieurs prix, dont celui des meilleurs buteurs de l'équipe Fair Play, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs arbitres,
des vice-champions, des meilleurs joueurs et enfin des prix spéciaux. Le secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a dans son intervention tenu donc à féliciter la fédération pour cette belle organisation. Il a poursuivi dans son intervention sur l'importance de l'investissement et la promotion du sport djiboutien. Le secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a ensuite appelé les sponsors à participer davantage au développement du sport en général. Il a terminé ses propos en invitant la fédération à multiplier les programmes de détection des jeunes talents sources donc d'un développement durable. Fin de citation. Quant au président de la fédération djiboutienne de foot, Souleymane Hassan Ouabari, après avoir fait donc un état de bilan de la fédération, a présenté ses perspectives, puis il a donc terminé ses propos pour remercier donc toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'essor du foot djiboutien. Comme vous le savez, la saison dernière était riche en événements. Elle a marqué l'histoire de notre football car de grands événements se sont produits. A commencé par ma réélection à la tête de la fédération en décembre 2016 pour un nouveau mandat de 4 ans. La décentralisation du championnat national de la première division a été un événement réussi. Mon élection au comité exécutif de la CAF, une première pour un petit pays, Djibouti. La mise en place d'une nouvelle compétition Super League qui a été organisée pour les 5 premières équipes du championnat national de la première division. La première victoire de notre équipe nationale en match international de domicile. L'AFDF a mis en place un programme de développement du football des jeunes, soutenu et financé par la FIFA, qui a permis d'une part à la détection des jeunes talents aux différents quartiers et dans les écoles, et d'autre part à la mise en place des équipes nationales des jeunes, à savoir I11, I13, I15, I17 au niveau garçon, I15, I17, I20 au niveau des filles. Je ne pouvais terminer mes remerciements sans remercier les sponsors, les médias, la police nationale, la gendarmerie, les supporters, les joueurs et officiels et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cette saison. Enfin, je ne pourrais clore mon intervention sans exprimer nos profondes gratitudes et nos remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguele, pour sa vision éclairée en faveur de la jeunesse et au sport. Les 5e Jeux asiatiques des sports en salle et des arts martiaux se déroulent à Ashgabat, capitale du Turkménistan, depuis le 17 septembre dernier et se poursuivront jusqu'au 27 de ce mois. La République de Djibouti, qui a été officiellement invitée à la cérémonie d'ouverture, est représentée par son ambassadeur en Fédération de Russie, Dr Mohamed Ali. Des athlètes de plus de 60 nationalités seront en lice pendant 10 jours. Les autorités du Turkménistan ont investi dans des nouveaux équipements et n'ont pas donc lésiné sur les moyens pour le bon déroulement de ces compétitions et l'accueil des délégations. La cérémonie d'ouverture de ce 5e jeu asiatique s'est déroulée au stade olympique sous le haut patronage du président du Turkménistan, Gurbanguly Berdi. La fédération djiboutienne de tir à l'arc a fait son entrée comme nouvelle discipline sportive sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La fédération djiboutienne de tir à l'arc est à la recherche des jeunes adeptes de ce sport pour en faire des futurs champions. Des séances d'initiation pour les jeunes ont eu lieu à Arta. Ces jeunes donc faisant partie du CDC. Après Douda et Djibouti-Ville, la fédération djiboutienne de tir à l'arc a lancé une vaste opération de détection des talents dans la ville d'Arta. C'était donc le jeudi 16 septembre. Ces séances d'apprentissage ont enregistré plus d'une vingtaine d'archers composés des filles mais également des garçons. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde. Au Mexique, c'était donc dans le titre, un nouveau séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a fait 248 morts, mais ce bilan donc risque encore de s'alourdir, de nombreuses personnes étant encore ensevelies sous les décombres des immeubles. Ce tremblement de terre est le second qui a frappé le pays au cours de ce mois de septembre. Avec nous sur ce plateau, Ahmad, qu'est-ce que vous pouviez nous en dire sur ce tremblement de terre? Effectivement, Ali, donc il faut noter que ce tremblement de terre à Mexico est survenu
32 ans, jour pour jour, après le grand séisme de 1985 qui avait fait des milliers de morts dans la capitale. Et ce mercredi, les secouristes donc s'activaient dès l'aube pour tenter de trouver des survivants au milieu des décombres. La secousse a fait s'effondrer plusieurs immeubles dans cette ville de 20 millions d'habitants. Des cris de panique, des pleurs ont été entendus et des crises de nerfs ressenties parmi la population. Le tremblement de terre donc de 7,1 degrés est survenu après un autre séisme de 8,2 qui avait fait une centaine de morts à Lee dans le sud du pays début septembre. Les autorités ont fait état donc aujourd'hui d'au moins 248 morts dans plusieurs régions du pays. La ville de Mexico a été la zone la plus touchée avec au moins 117 morts selon un décompte rendu public par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs institutions donc de la capitale, dont l'université, ont annoncé donc la suspension de leur activité pour inspecter les bâtiments. Les écoles à Mexico et à Pueblo ont été évacuées et fermées et l'aéroport a rouvert quelques heures après une suspension des vols. L'Assemblée générale, cette fois, des Nations Unies, Ahmad, qui s'est ouverte à New York, comme d'habitude, s'est imposée comme l'un des principaux rendez-vous de l'agenda diplomatique de la communauté internationale. La tribune onusienne offre l'opportunité à Ali pour chaque État de décliner sa vision du monde et d'afficher ses priorités diplomatiques. L'événement est aussi l'occasion privilégiée de renforcer les relations bilatérales et multilatérales des chefs d'État et de gouvernement. Donc la grande messe diplomatique, comme on l'appelle, est dominée cette année par les tensions avec la Corée du Nord, la Syrie et l'épée de Damoclès planant sur l'accord nucléaire iranien. Ce rendez-vous annuel au cours duquel la réforme de la machine onusienne devrait également être abordée est une première pour le président américain Donald Trump, son homologue français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres qui ont tous les trois pris leurs fonctions cette année. Ce baptême de feu pour le chef d'État français sera également l'occasion de défendre le multilatéralisme à l'heure où les prises de position du locataire de la Maison-Blanche semblent menacer à Lee plusieurs accords internationaux et des opérations onusiennes. Eh bien justement, Ahmad, l'intervention du président américain a été donc très remarquée lors de cette assemblée. Le connaissant, Ali, on ne pouvait que s'y attendre puisqu'il a dénoncé hier à la tribune des Nations Unies les États voyous qui sont une menace pour le monde et affirmé que l'armée américaine va devenir plus forte que jamais et ce devant quelques 130 chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion dominée par la menace nucléaire nord-coréenne et le sort de l'accord de non-prolifération avec l'Iran. Donc Ali, on le sait, Pyongyang et Téhéran sont les deux bêtes noires des États-Unis depuis l'arrivée à la Maison-Blanche en janvier du milliardaire américain. Des pays indépendants et forts sont à la base de l'ordre mondial, a aussi souligné Donald Trump, défendant ainsi une vision unilatéraliste du monde. Washington reproche à Téhéran de déstabiliser le Moyen-Orient, notamment en Syrie, au Liban et au Yémen. Et il faut le dire donc qu'on déplore l'absence des dirigeants lors de cette assemblée russe et chinois, lors de cette assemblée générale des Nations Unies. Effectivement, Ali, les dirigeants chinois et russes étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères et parallèlement à cette assemblée, de multiples réunions à thèmes comme le climat, l'esclavage moderne, la Centrafrique, également des rencontres bilatérales se dérouleront tout au long de la semaine au siège des Nations Unies ou dans le grand hôtel de New York. Enfin, Ali, parmi les autres pays appelés donc à s'exprimer à cette tribune, au premier jour d'une semaine de discours, figurent notamment la Suisse, le Nigeria, la Colombie, le Qatar, la Turquie, Israël, le Mali, l'Égypte ou encore l'Afghanistan. Démographie donc cette fois, Ahmad, la population de l'Afrique va-t-elle quadrupler d'ici la fin du siècle? La population du continent africain, Ali, s'accroît rapidement. Estimée à 140 millions en 1900, elle atteignait 1 milliard d'habitants en 2010. Elle en comptera 2,5 en 2050 et plus de 4 en 2100 selon le scénario bien sûr moyen des projections des Nations Unies. Un humain sur 6 habiterait aujourd'hui en Afrique. En 2050, ce sera 1 sur 4 et plus d'1 sur 3 en 2100 selon ces mêmes projections. À quoi tient donc cette forte croissance? Se poursuivra-t-elle? Le quadruplement d'ici donc à la fin du siècle est-il inévitable? Si la population de l'Afrique augmente, Ali, c'est en raison de l'excédent des naissances sur les décès. Il y a 4 fois de naissances que de décès. La mortalité a beau y être la plus élevée du monde, elle y a diminué comme elle l'avait fait auparavant dans les autres continents. Cette moindre mortalité qu'autrefois et cette fécondité encore relativement élevée expliquent que la population de l'Afrique s'accroisse rapidement. Même si la fécondité continue de diminuer, Ali,
comme le suppose le scénario moyen des Nations Unies, il ne va pas en résulter tout de suite une diminution sensible du taux de croissance et encore moins un arrêt de celle-ci en raison de l'inertie démographique. Fécondité, justement, donc où est-on le taux de fécondité en Afrique? La fécondité diminue bien en Afrique, Ali, intertropicale, mais dans les milieux instruits et en ville, plus que dans les campagnes où vit encore la majorité de la population. Plusieurs facteurs donc pourraient expliquer que la baisse de la fécondité y soit pour l'instant plus lente que celle observée il y a quelques décennies en Asie et en Amérique latine. Enfin, Ali, l'Afrique, on le sait tous, se développe sur le plan économique, mais lentement et sans encore avoir atteint le niveau des pays asiatiques ou latino-américains à l'époque où leur fécondité a commencé à diminuer fortement. Enfin, nous allons parler de technologie, tout ce que le smartphone enregistre à propos de nous, comme les visages, les empreintes digitales, les commandes vocales, les photos, les allées et venues. Quel impact sur les utilisateurs? Eh bien, Ali, la reconnaissance faciale en 3D de la technologie Face ID d'Apple remplacera bientôt le capteur d'empreintes digitales pour sécuriser l'accès à votre iPhone ou vos transactions. Selon Apple, les données donc relatives à votre visage ne seront stockées que sur votre appareil et pas sur un serveur. Espérons pour les utilisateurs qu'Apple fera mieux que HTC. En 2015, donc, Ali, ce fabricant taïwanais de smartphones a dû essayer le feu des critiques pour avoir stocké les images d'empreintes digitales de ses utilisateurs sous forme non chiffrée, ce qui pouvait potentiellement permettre à des pirates informatiques d'y avoir accès et de les utiliser pour des vols d'identité ou encore des transactions frauduleuses. Mais Ahmad, nous savons tous que ce qui est enregistré par un smartphone est susceptible d'être récupéré par des personnes ou des organisations malveillantes. Les enquêteurs de la police donc ont l'habitude, partout dans le monde, de récupérer les photos prises avec les smartphones dans le cadre de leurs enquêtes. Et il faut savoir que, comme sur les ordinateurs de bureau, les fichiers effacés ne le sont pas vraiment. C'est ainsi que les photos donc, que nous avons supprimées de notre iPhone peuvent encore être accessibles pour des personnes disposant des connaissances nécessaires en informatique. Et même sans accéder physiquement à notre téléphone, s'il est possible donc de voler les photos de dizaines de stars de Hollywood, il doit être aussi possible de subtiliser celle de l'utilisateur lambda. Merci Ahmad pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fête à toutes et à tous. Jabuuti ku jooga wanaag Jabuuti cadawgiin ha jabo Jabuuti oo majiila la baxo Jabuuti. Vue aérienne du centre-ville de Djibouti lors du 40e anniversaire de l'indépendance. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.